Je suis Émilie, vous l'avez compris, Eddy, mon conjoint, on est parents de Cannelle 8 ans et Oléa 6 ans. Et en fait, on est venu à l'instruction en famille en 2021 suite à la demande de notre enfant Cannelle. En fait, on avait commencé à l'inscrire à l'école, elle a commencé en 2020 et au début, tout allait bien, elle y allait en courant, vraiment elle aimait ça. Le petit problème, c'est que ça n'a pas duré. Au bout de 3 jours, elle ne voulait absolument plus y aller. C'était très difficile pour elle. Comme je pense beaucoup de parents, on s'est dit ça va passer, elle va s'adapter, ça va aller. En septembre, elle aura grandi, ce sera plus facile pour elle. Allez, on insiste, on y va, on continue à la mettre. Sauf qu'en fait, ça n'a jamais été mieux, ça a été de mal en pis. Elle faisait des grosses crises dans la voiture tout le long du trajet pour aller à l'école. Après, elle ne voulait plus se lever le matin, c'était très très difficile de la réveiller. Mais on a encore continué à l'emmener à l'école en pensant vraiment sincèrement que ça allait évoluer. Et puis c'est vrai aussi que dans notre entourage, tout le monde nous disait mais si, ça va passer, faut dire. Tout le monde nous envoie vers ça, quoi. Bien sûr qu'elle va s'adapter, tout le monde s'adapte à l'école. Sauf que non. Après, elle s'était mise à somatiser. Au mois de novembre, j'ai remarqué qu'elle commençait à avoir des bobos sur les doigts. Et j'ai compris qu'elle somatisait parce qu'en fait, le dimanche, comme par enchantement, les bobos disparaissaient. Et le lundi, ils réapparaissaient. Alors je commençais à me dire, bizarre quand même. Et aux vacances de Noël, là, en décembre, là, j'étais convaincue que c'était lié à l'école. Parce que là, vraiment, pendant les vacances, ils ont complètement disparu, ces bobos. Entre-temps, on l'avait quand même emmené chez le médecin pour consulter. Le médecin ne savait absolument pas quoi nous conseiller. Bon, il nous a entendus, c'est déjà pas mal, mais il était dépourvu, il ne savait pas quoi faire. Donc on n'a rien fait, on a attendu. Donc là, au mois de décembre, j'étais vraiment convaincue que c'était lié à l'école. Et il y avait une rencontre enseignant, donc institutrice parents, programmée en janvier. Et donc là, je me suis dit, je vais leur en parler. On arrive à trouver une solution. Donc je leur ai parlé de la situation. Alors là, c'était tombé des nues, elles n'étaient pas au courant. Alors qu'elles voyaient bien le matin, c'était compliqué de se séparer dans l'école quand même. Elle me disait, mais non, on ne comprend pas, ça se passe bien la journée, c'est une élève modèle, elle est très respectueuse des règles. Non, on ne comprend pas. Ce qu'on vous propose, on va accorder un petit peu plus d'attention à Cannelle, à son intégration. On va l'aider comme ça. Alors là, je crois que ça a été pire. Parce que non seulement elle ne voulait pas aller à l'école, elle somatisait, elle ne voulait pas se lever le matin, mais là en plus elle ne travaillait plus à l'école. Elle était restée. De la journée, elle se mettait dans un coin, elle ne voulait plus rien faire. Donc nous aussi, on a dû tout faire. J'étais vraiment désemparée. Moi j'étais très très mal. Je la mettais à l'école, mais j'étais pas du tout en phase avec mes actes. Vraiment, je vivais très mal de voir mon enfant aussi mal. C'est un déchirement. C'est très très dur. Mais on a quand même insisté. Parce que il y a tout l'entourage qui nous pousse. Mais si, ça va passer, elle va s'adapter, il faut aller à l'école, il faut apprendre. Alors on a changé d'école. On s'est dit, ça va être l'école. Ça va aller dans une autre école. Ça va passer. Donc on l'a inscrite dans l'école du village. Et là c'est ça. Les 3 premiers jours elle y va. Et ensuite, elle ne veut plus y aller. Quelque part, je pense que ça nous a donné le courage de s'autoriser à faire autre chose. Parce que, quand même, quand on lui posait la question « Mais pourquoi tu ne veux pas aller à l'école ?» Elle nous répondait « Je veux rester avec toi, maman, je veux que ce soit toi qui me fasses l'école. » Elle le disait ça. Je crois qu'en fait, nous, parents, on a du mal à l'entendre. Mais on a du mal à l'entendre dans le sens où ça bouscule tellement notre organisation d'adulte que peut-être c'est pas concevable, je sais pas. C'est pas possible. On est comme ça dans la société, on va à l'école à 3 ans et jusqu'à 18 ans ou 20 ans ou plus. Donc c'est pas concevable. Donc avec le recul, je me dis, en fait, depuis le début, elle le dit, cet enfant, et c'est nous les adultes qui n'avons pas, peut-être pas la capacité de l'entendre. Donc il nous a fallu du temps, il nous a fallu 18 mois avant de s'autoriser
a commencé l'instruction en famille. Donc là, au mois d'octobre 2021, on a fait la déclaration auprès de l'académie, comme on démarrait l'instruction en famille, auprès de la mairie, parce que là, c'était l'ancien système. On avait encore le choix de notre mode d'instruction. C'est les parents qui pouvaient choisir quel mode d'instruction donner à leur enfant. On avait juste à dire à l'académie, voilà, à partir de maintenant, on fait l'instruction en famille. Et de là, il en découlait des contrôles. Contrôle de l'académie, une fois par an, et contrôle de la mairie, biannuel. Donc on a fait ça. Et à partir du moment où Canel a compris qu'on ne la forcerait plus à aller à l'école, et bien, ces symptômes ont complètement disparu, n'ont jamais réapparu. Les crises, il n'y en a plus. Elle est redevenue calme, souriante. Le matin, quand elle se levait, elle était de bonne humeur. Elle arrivait à se lever. Et puis surtout, elle s'est remise à travailler. Ça ne m'a pas trop jalé quand j'ai commencé l'instruction en famille, avec un enfant qui refuse de faire des exercices. Pas trop de quoi je m'engageais. Mais j'ai essayé. Et puis j'ai bien fait parce qu'en fait tout est rentré dans l'ordre, mais comme ça quoi. En une semaine, immédiatement. C'était un peu comme si, ça y est, enfin, on avait compris. C'était long, hein, mais ça y est, on avait compris. Donc voilà. Donc l'IEF pour nous, c'est vraiment notre solution pour toute la famille. Après 18 mois de stress, d'angoisse pour Canel, de tristesse pour la famille, ça y est. Enfin, on avait réussi à régler tout ça, on était apaisés, on y arrivait. On avait trouvé notre voie, ça fonctionnait. Et là, c'est au mois d'octobre. Ensuite, arrivent très rapidement les contrôles d'académie. Nous, c'est en janvier les contrôles. C'est stressant quand même. Mais bon, on y va, il faut y aller, on y va. Peut-être qu'il y en a qui ne savent pas comment ça se passe sur le contrôle académique, bonjour. En fait, on arrive, les parents et les enfants, puis quand même. Après, il y a un adulte qui donne son prénom et qui part avec un enfant, contrôler les acquis. Moi, ça m'a un peu choquée parce qu'on n'a pas le nom de la personne, on ne sait pas quelle est sa fonction. Il part avec notre enfant quand même, de 3 ans. Et puis, moi, je suis partie avec je suis partie dans une pièce. Et puis, Eddy, le papa, il faisait la navette. Je montre les enfants, puis voir, déjà pour être rassurant, et puis éventuellement s'il y avait besoin d'intervenir, pour être là. Après, le contrôle de l'adulte, c'est beaucoup de questions sur comment on fait l'instruction en famille, comment s'organisent nos journées, où on en est dans le cycle scolaire. Voilà, c'est tout un tas de questions, c'est assez intrusif quand même, quand j'ai trouvé. C'est vraiment des questions personnelles sur notre vie, notre quotidien de famille, notre relation à l'enfant. Alors, j'ai pas de problème pour en parler, c'est pas ça. Mais ça fait quand même un peu bizarre, quoi, une personne qui nous pose autant de questions. Alors, en plus, la première année, je sais pas si c'est parce qu'on n'avait qu'un enfant en UF, mais en fait, je me suis retrouvée avec 2 personnes. J'avais à moi derrière son ordinateur, qui pianote sur l'ordinateur, qui répond, je suppose, il écrit des réponses. Et puis j'avais un autre monsieur là, qui ne s'est pas présenté, je ne sais pas qui il est, pourtant lui c'est tout de moi, et qui m'observe, je sens bien qu'il m'observe, et puis il fait des commentaires en plus de temps en temps. Un peu comme à la gendarmerie en fait. Et moi c'est ça que j'ai ressenti. Donc à un moment donné, j'ai craqué. J'ai dit que vraiment j'appréciais pas d'avoir l'impression qu'il me traitait comme le vilain petit canard. C'était ça que je ressentais. Alors là, c'est mais bon, Madame Salmon, vous n'y êtes pas du tout, mais enfin, on ne comprend pas quand vous dites ça. Alors ça c'est très compliqué. Ne pas vouloir entendre le ressenti de quelqu'un, c'est chaud. Bon bref, ça s'est passé. Après, on a réussi à reprendre le contrôle. Et puis au final, on a quand même eu le résultat du contrôle, ça a été poursuite favorable de l'instruction en famille. Donc ça va quand même. C'est quoi? Ça, c'était la première année. Et donc, il nous a demandé aussi, bien que nous étions sous le régime de plein droit, parce que c'était la première année, là on est en 2022. C'est la première année des dossiers de demande d'autorisation de l'IEF. Nous, comme on avait déclaré notre enfant avant, normalement on était de plein droit. Mais il nous a quand même demandé de faire le dossier. Réconciliant, on veut que ça marche. On a fait le dossier, on n'a pas cherché plus loin, on ne s'est pas trop renseigné, on a monté le dossier. Alors là, c'est pareil. Le dossier de demande d'instruction,
un autre grand moment dans la vie des familles d'instruction en famille. C'est un dossier qui est quand même assez important, qui est très gros. On en met beaucoup dedans. On monte un dossier pédagogique pour chaque enfant. Alors là, moi j'avais la deuxième fille, Oléa, qui arrivait en instruction, parce qu'elle est née en 2019. Donc j'en ai profité pour faire les deux dossiers. Donc je me retrouve avec deux dossiers à faire, deux projets pédagogiques personnalisés à chaque enfant, bien sûr, parce qu'ils ont des écarts. Ensuite, il y a tout un truc là où il faut raconter les parents qui sont, quoi, toute notre identité, notre parcours scolaire, ce qu'on a fait, ce qu'on veut faire. Tout ça, c'est très très intrusif. Bon, je dépose le dossier, je ne me rappelle plus, je crois que c'est un mois après, on a reçu l'autorisation. Voilà. Avis favorable, ils sont d'accord pour qu'on fasse l'instruction en famille. Nous, on est contents, on est en règle, et on est tranquille, entre guillemets, pour un an. On n'a plus de démarche administrative à faire jusqu'au prochain contrôle pédagogique. Ça se passe super bien, l'école à la maison, avec les filles. C'est quand même du travail parce que nous, on n'avait rien préparé, on ne s'était posé aucune question. On va dire ça, voilà, c'est vraiment à la demande de l'enfant. Je ne savais pas du tout que je ferais ça un jour dans ma vie. Donc il a fallu que je me renseigne. Heureusement, il y a Internet. Hein. J'ai beaucoup lu, j'ai passé beaucoup d'heures sur l'ordinateur pour arriver à comprendre qu'est-ce qu'on leur fait faire, qu'est-ce qu'on leur fait pas faire, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, qu'est-ce qui va lui convenir. Sachant qu'elle avait déjà un petit peu fait d'école, donc il fallait suivre un petit peu aussi ce qu'elle avait déjà fait. Je n'avais pas non plus tout coupé. Donc je travaille beaucoup, je crois qu'on y arrive. Moi, de temps en temps, ça ne marche pas bien, mais quand même, globalement, ça se passe bien. Et vraiment, mon plus grand réconfort, c'est quand elles me demandent à faire l'école. Parce que ça arrive des fois. Des fois, elles me disent « Ah maman, on fait l'école là, j'ai envie de faire l'école !» Ouais, ok. Bon, allez, on fait l'école. Pas de rendez-vous, on peut. Il y a des fois, c'est à 22h. Hein. On a journée de travail. Hein. Et je peux pas, parce que moi, je peux pas refuser. Des fois, je raccourcis, mais elles ont envie, quoi. Si elles leur demandent, là, elles sont prêtes, quoi. C'est maintenant, donc ok, on le fait. Donc nous, ça nous convient. C'est un rythme qui nous convient. Notre famille est respectée, leur rythme, le rythme des enfants est respecté, ça va, ça coule. Arrive janvier 2023, le mois des contrôles. Donc là, je raconte lors des contrôles pédagogiques, moi je suis entière, je dis les choses, hein, je mens pas. Je raconte nos petites séances de 22 heures. Là, il n'a pas du tout aimé. Bon, pas grave, c'est comme ça. N'empêche que ça marche, quoi. Elles ont appris, le contrôle des acquis il est positif. On repart avec un titre favorable de l'instruction en famille au deuxième contrôle. Voilà, tout le monde est content, on est reparti. Et là, par contre, il me dit, pour cette année, faites pas de demande d'autorisation. Vous êtes sous le régime du plein droit. Moi, ça me fait quelques journées de travail en moins. Je comprends pas bien, mais je l'accepte. Pour les deux enfants, même pour Oléa, qui n'a commencé l'IEF qu'en 2022. Je prends. Et ensuite, c'est le contrôle de la mairie, qu'on arrive à la deuxième année. Alors là aussi, c'est un grand moment. Hein. Nous, en l'occurrence, la personne qui nous a contrôlés, c'est un élu municipal, bien sûr, mais qui est aussi notre voisin, et qui jusqu'à maintenant ne nous avait jamais dit bonjour quand on le croisait. Et là, il nous a dit bonjour, c'est super. Il est venu à la maison, on fait rentrer dans la maison, et donc il nous explique qu'il est enseignant, qu'il connaît bien le sujet, et qu'il veut savoir pourquoi on fait l'IEF. Donc on lui explique que c'est à la demande de l'enfant. Alors là, tout de suite, il a été rassuré, il nous a dit, parce que ce n'était pas par dogmatisme. Sa grande peur, c'était que nous fassions l'IEF par dogmatisme. Donc là, ça va. On rentre dans la case, c'est à la demande de l'enfant. Ça va, c'est acceptable. Et puis après, il commence à demander, c'était Cannelle en l'occurrence, à contrôler ses acquis. Bon, là, ce jour-là, Cannelle était très conciliante, donc on a laissé faire, bien qu'on savait qu'il outrepassait largement ses compétences. C'est pas à lui de contrôler les acquis des enfants, c'est à l'inspecteur de la mairie. Bon, comme l'enfant était d'accord, répondait aux questions, ça avait l'air d'être un jeu, on a laissé faire, on a rien dit, ça s'est très bien passé. Et puis ensuite, elle était là, elle regardait à la maison. Ouh là là, vous avez beaucoup de livres. Hein. On n'a rien répondu. On était très stressés, on ne voulait surtout pas faire foirer le contrôle. Donc on n'a rien répondu, on l'a laissé avec sa petite remarque. Et le contrôle s'est terminé au bout de 20 minutes avec un avis favorable. Donc
ça va, ça s'est bien passé. Après, on fait notre vie, on est tranquille, on n'a pas besoin de déposer un dossier. Les contrôles sont faits, ils sont favorables. Donc tout va bien. On arrive à janvier 2024, recontrôle de l'académie qui se passe très bien. Les filles sont très contentes d'y aller. Il y a des livres, il y a des jeux, elles y vont en courant. Tant mieux. Toujours pareil, conclusion, poursuite favorable de l'IEF. Et là, par contre, après, j'ai reçu un appel de notre voisin élu municipal qui voulait qu'on nous fournisse une attestation de suivi médical. Donc après, je suis allée voir sur les sites des associations IEF et j'ai vu que c'était un nouveau truc en fait qu'ils nous demandaient. Ils demandent aux familles de prouver qu'il y a un suivi médical. Parce que, je sais pas, on ne sait jamais si les enfants n'étaient pas soignés quand ils ont des problèmes. Donc voilà, il faut qu'on prouve qu'il y a bien un médecin dans cette famille qui les voit de temps en temps. J'ai un médecin, il me le fait, je lui donne. Et puis il me dit, et puis tant qu'à faire, on pouvait faire le contrôle. En avance de 2025, on prend de l'avance, comme ça ce sera fait. J'ai cherché à me convaincre, mais là non, je sais pas, j'ai eu du répondant, j'ai dit non, on va pas prendre un an d'avance. Ce temps-là, je préfère l'accorder à mes enfants. Non, on ne fait pas un contrôle en avance. Alors là, il me répond, ok, ben, je vais transférer votre réponse à l'académie et c'est elle qui tranchera. Et c'est elle qui reviendra vers vous. C'était en janvier 2023, j'ai pas eu de nouvelles. Est-ce que c'était du bluff 2024, pardon. Est-ce que c'était du bluff? Je ne sais pas. Donc ça, c'était les contrôles. Et puis après, voilà, arrive la saison des dossiers administratifs de demande d'autorisation d'IEF. Parce que là, on était à la fin de prise de plein droit. On est en 2024. Donc pour l'année 2024-2025, on arrive aux demandes d'autorisation qui se font entre mars et le 31 mai. En même temps que l'opération d'année. Une période administrative intense, avec pour moi beaucoup de stress parce que j'aime pas faire ça. Franchement, ça ne m'a pas kiffé. Mais il faut le faire, c'est une obligation avec des dates à respecter. Le 28 mai, j'ai déposé mes 2 dossiers de demande d'autorisation pour les 2 enfants. Honnêtement, je ne savais pas trop quoi y mettre. Projet pédagogique. Alors en fait, j'ai repris le dossier de 2022 qui avait été accepté. Je l'ai étoffé parce que les enfants ont 2 ans de plus. Je l'ai adapté à leur âge, j'en ai rajouté. Et voilà, je me suis dit, c'est accepté en 2022, quand même, ça passerait pas. Eh bien non, c'est pas passé. Le 11 juin, on a reçu la réponse de l'académie nous disant les 2 dossiers administratifs refusés pour raison de dossier pédagogique. Pas plus, juste ça, juste dossier pédagogique. Alors là déjà, c'est un très grand stress. On reçoit ça en recommandé. Je vous avoue que moi, depuis les recommandés, c'est très compliqué quand j'en reçois, ça me fait pas peur. Voilà, c'est quand même stressant. Puis on n'avait pas prévu, en plus, on ne s'était pas du tout préparé. Moi, je ne m'étais posé aucune question. Qu'est-ce qui se passe après? Je vois bien dans le courrier qu'il y a un recours possible. Mais comment on le constitue? C'est nous, c'est un avocat. Je ne savais pas. J'ai pris dans le quotidien trop rempli. Je n'étais pas allée chercher plus loin. Je suis un peu, c'est vrai, je reconnais, hein, je suis un peu au dernier moment parce que j'arrive pas à anticiper, quoi. Il y a tellement de choses à faire. Donc voilà, à chaque fois, je me retrouve un peu là, au pied du mur. Mais bon, heureusement, nous avons beaucoup de courage, je ne sais pas ce qui nous manque. Donc on s'est relevé les manches une fois de plus. On a contacté les associations d'instruction en famille, l'EDA, les enfants d'Espa, l'UNI, j'en ai contacté plusieurs. J'ai adhéré à plusieurs. J'ai aussi une maman en IEF dans la région avec qui je suis rentrée en contact, qui m'a beaucoup aidée, qui a lu le dossier, qui m'a dit ce qu'elle en pensait, un avis extérieur, c'est très appréciable. Honnêtement, toute cette compassion de toutes ces personnes, les associations, les enfants, toute cette compassion, toute cette écoute aussi, tout ce soutien, et bien, franchement, ça fait la différence. C'est grâce à ça, je pense, qu'on a réussi à rédiger les rapports. Donc, les rapports, c'est le recours administratif préalable obligatoire. On a 2 semaines pour le rédiger à partir du moment où on reçoit le courrier. C'est un marathon. Il y a 2 enfants, il y en a qui en ont 4, c'est encore pire. Même pas. Il est personnalisé à l'enfant, ce dossier. Il y a des choses qu'on peut reprendre, mais quand même, il faut le personnaliser. Et puis il faut en mettre. Le truc, c'est gros, quoi. C'est pas. Et bien franchement, heureusement qu'il y avait toutes ces personnes
qui nous ont soutenus, qui nous ont expliqué les choses. J'ai fait aussi une formation avec l'EDA, une association UF, pour nous expliquer qu'est-ce qu'il vaut mieux mettre, ne pas mettre dans un rapport, comment ça peut être lu. Ça, plus toutes les relectures des dossiers, j'ai à peu près compté le nombre d'heures. J'ai passé 30 heures pour constituer ces 2 dossiers. 30 heures sur 2 semaines, sachant que je travaille 50 heures par semaine. Autant vous dire que je ne me suis pas beaucoup occupée de mes enfants à cette période. Et j'en suis pas fière. Tu veux faire un câlin aussi? On a de la chance. Non. Et à toi ce petit bout? Waouh! Le rapport est déposé au bout de 2 semaines. Donc quand même très gros stress, c'est un marathon. 2 semaines après avoir déposé les rapports, on reçoit encore un recommandé de l'académie nous disant que les rapports sont refusés et qu'il faut scolariser les enfants à la rentrée prochaine. Alors là, grosse douche froide, branle-bas de combat, pareil, on ne s'était pas préparé, on n'a pas eu le temps. Vite, on contacte les associations, qu'est-ce qu'on fait? Bon, ben, derrière, si vous contestez, c'est tribunal administratif, ok, ouais, tribunal, oula, ça fait peur. Moi, je ne suis pas du tout le code de la justice, j'y comprends rien, c'est vraiment pas mon milieu. Bon, ben, on va peut-être prendre un avocat pour se faire représenter, parce qu'on ne maîtrise pas du tout tout ce vocabulaire-là. Sauf qu'on était au mois de juillet, on était mi-juillet, c'est le 11 juillet, je crois qu'on a reçu la réponse. Trouver un avocat au mois de juillet, ben, c'est pas facile. Hein. On a reçu beaucoup de réponses. C'était roule sous les demandes, ne peut pas prendre de dossier supplémentaire, en vacances. Voilà, c'était souvent ça quand j'appelais les cabinets d'avocats. Au bout d'un mois, on réussit à avoir une réponse à peu près sûre d'un avocat sur Paris qui s'appelle Maître et qui me paraît assez investi dans le sujet, donc je suis quand même assez contente qu'on l'ait dégoté. Entre parenthèses, au niveau des devis des avocats, ça c'est parce que j'ai quand même réussi à avoir plusieurs devis, même si j'ai eu beaucoup de refus. Ça va de 2 500 € à 10 000 € pour notre famille, donc on est constitué de 2 enfants et de 2 parents à défendre aussi. Ensuite, il est convoqué, je crois que c'était le 4 septembre, c'était vraiment début septembre, il est convoqué à Montpellier pour les 2 dossiers. Heureusement, c'est les 2 dossiers en même temps. Là, il nous demande de participer aux frais de déplacement, donc 250 € de plus que l'on paye. Et il va à son rendez-vous. Moi, je trouve que les référés sont pas mal, hein, les arguments sont bons. Oui, entre-temps, il nous avait dit aussi, l'avocat, que nos arguments de fond pour le rapport étaient bons. Pour lui, les arguments de fond étaient bons, c'était juste que on ne sait pas pourquoi il refuse. Hein, mais voilà. Donc il a repris ses arguments, il en a rajouté une couche avec les textes de loi et il a présenté ça le 4 septembre. Le 5 septembre, nous avions la réponse par mail. Excuse-moi, à qui il l'a présenté? L'avocat. L'avocat au tribunal administratif de Montpellier. Okay. Le lendemain, on reçoit la réponse par mail, comme quoi les deux référés suspension sont rejetés. Et là, par contre, il n'y a aucune raison. C'est juste qu'ils sont rejetés. On ne dit pas pour dossier. Non, c'est rejeté, point barre. Scolarisez votre enfant immédiatement. Encore une douche froide. Donc là, je reviens vers ma... Qu'est-ce qu'on fait? Et là, il dit non, faites rien, vous continuez comme ça. Tant qu'il n'y a pas de lettre de mise en demeure, on ne bouge pas. On attend. Bon, ok, on attend. On a un peu peur, mais on attend. Bon, la mise en demeure, elle ne s'est pas trop fait attendre parce qu'on l'a reçue début novembre. Début novembre, lettre recommandée. Pareil, le grand stress. Et là, l'académie nous écrit pour nous demander de scolariser les 2 enfants sans délai. Tout de suite. Donc là, de nouveau, j'appelle, enfin non, je l'appelle pas, ça se passe par mail avec mes... De nouveau, je lui envoie un mail, il me répond tout de suite, ça c'est par contre plutôt chouette. Il me dit, eh bien maintenant, il faut scolariser les enfants en établissement. Là, j'ai pas compris. Là, vraiment, il y a un truc que j'ai pas suivi. Ça fait 6 mois que tout le monde, hein, l'entourage, les amis, les associations d'instruction en famille, l'avocat, tout le monde nous dit il faut se battre. C'est extrêmement liberticide. Vous avez le droit de choisir l'éducation que vous voulez donner à votre enfant.
En plus, votre enfant, il veut pas y aller. C'est lui qui veut pas y aller. Vous devez écouter la voix de l'enfant. Les droits universels de l'enfant, ça existe. C'est quand même pas d'aujourd'hui. Certes, c'est pas vraiment appliqué. On parle beaucoup des droits de l'homme, mais les droits de l'enfant, ils existent aussi. On doit respecter la parole de l'enfant. Donc toutes ces personnes qui me demandaient de me battre, notamment pour faire jurisprudence pour les autres familles qui viennent derrière, d'un coup, on reçoit un courrier et on change d'avis. Ah non, non, vous scolarisez en établissement? Ben non, moi j'y arrive pas. Je sais pas, vous changez d'avis comme de chemise? Moi pas, je peux pas. Puis il s'agit de mon enfant, c'est pas possible. Alors là, du coup, j'ai fait d'autres recherches internet parce que j'étais tellement désemparée, je savais plus quoi faire. Et là, miracle, j'ai découvert Enfance Libre. Alors Enfance Libre, c'est une association qui défend justement le choix d'instruction des parents et qui propose de rentrer en résistance en étant désobéissant civil. C'est ça le truc de cette association-là. Et là, ça m'a parlé. On me dit, mais oui, c'est tout à fait ça, nous. Nous, les enfants ne veulent pas aller à l'école. D'ailleurs, entre-temps, j'ai pas eu le temps de le dire, mais le temps de la procédure, on a redemandé aux filles si elles voulaient être scolarisées en établissement, parce qu'elles auraient pu changer d'avis. Et là, ça a été un non catégorique. Ça, c'était, je crois que c'est quand j'ai déposé les rapports, donc fin juin, on leur a posé la question aux filles. Elles veulent pas y aller. Bon, ben, on n'y va pas, quoi. On va pas vous forcer à aller à l'école. C'est pas concevable. Et donc cette association Enfance Libre défend ce droit-là à l'instruction et au choix d'instruction surtout. Et là, moi, ça m'a parlé. Vraiment, c'était en accord avec ce que je veux vivre, ce que je veux que mes enfants fassent. Donc là, on a adhéré. Avec Eddy, on était d'accord. On a choisi de partir dans cette voie-là. Donc il y a tout un parcours d'intégration Enfance Libre pour justement avoir le temps de choisir en conscience. C'est pas une décision qu'on prend comme ça à la va-vite, parce que la désobéissance civile, c'est pas rien, ça nous engage quand même. Derrière, il y a du pénal, après il y a du correctionnel, c'est pas rien, quoi. Puis c'est toute la famille qu'on engage, c'est pas juste un membre de la famille, c'est les 2 parents et les 2 enfants, tout le monde est engagé là-dedans. Donc je trouve que c'est plutôt bien ce parcours d'intégration, comme ça on prend le temps. Et une fois qu'on est intégré, ce que j'apprécie aussi beaucoup, c'est qu'on partage tous nos dossiers, toutes nos données, on les partage, on a un logiciel qui s'appelle Notion, on met dessus tous nos documents, tous les écrits que j'ai, tous les courriers que j'ai reçus, on les met dessus, tout le monde y a accès, de la même manière que les plaidoiries, parce qu'après on va au tribunal, on a les plaidoiries de chacun, on partage, et ça fait du bien en fait, d'être ensemble, de voir que on n'est pas les seuls, c'est vachement important. Je pense qu'on a un peu un instinct grégaire en fait, et on se sent moins victime en fait, quoi. Je crois que c'est ça. Pour moi, c'est très important de partager tout ça. Et puis en plus, j'ai trouvé que dans cette association, il y avait de grandes compétences, parce que comme ils se sont quand même vachement formés sur le sujet, ils maîtrisent bien le truc, quoi. Ils mettent déjà le vocabulaire, ils le maîtrisent. Quand on pose des questions, ils vont chercher s'ils n'ont pas la réponse. Enfin, voilà, c'est très rassurant et c'est très agréable d'être en contact de cette association. Et moi, ça me fait beaucoup de bien, tout comme aujourd'hui, ça me fait beaucoup de bien d'être avec vous. Et voilà, donc ensuite, quand on est désobéissant civil, jusque-là, c'est facile, on envoie une lettre à l'académie. Et puis c'est après que ça se corse un peu. On peut avoir, généralement, on est convoqué à la gendarmerie, puis après c'est au tribunal. Et puis entre-temps aussi, il y a la CAF qui peut nous enlever les aides. Alors déjà, quand on n'est pas désobéissant civil, je ne sais pas si vous savez, mais il y a certains départements où on n'octroie pas l'allocation rentrée scolaire. Je ne sais pas pour quelle raison, mais les familles en IEF n'ont pas le droit à l'allocation rentrée scolaire. C'est quand même, je crois, c'est entre 400 et 600 euros par enfant et par an. Pour moi, c'est beaucoup. J'en achète des livres avec 400 euros. Hein. Ben non, il y a certains départements où ils n'ont pas droit. Nous, on y a eu droit, on ne se plaint pas. Il y a certains départements où ils n'ont pas droit. Après, quand on est désobéissant civil, à un moment donné, on nous enlève les allocations pour les enfants. Parce qu'on est en conflit avec une administration, donc on nous enlève les allocations. Et puis en plus, on nous demande de rembourser. On a une dette, on doit rembourser le trop perçu. Ils appellent ça un trop perçu. C'est depuis le début du conflit. Et puis, les parents bénéficiaires du RSA, eux aussi, dans certains départements, pas tous, mais quand même beaucoup, à mon sens, on leur enlève le RSA et on leur demande aussi de rembourser le trop perçu. Dans l'est de la France, ils font des ravages là. À ce niveau-là, ils sont costauds. Donc, ouais, sachant que l'IEF, c'est un coût quand même. Hein. On a des livres à acheter, on se forme, tout ça, c'est avec nos deniers personnels. Hein. On ne peut quand même pas nous dire
qu'on fait l'IEF pour les primes, on n'est pas des chasseurs de primes. Hein. Et de la même manière, l'autre truc qui m'offusque un peu, c'est que par contre, on continue à payer nos impôts. Moi, par exemple, je suis commerçante, indépendante, je continue à payer mes charges sociales qui servent à alimenter cette caisse-là, qui permet de distribuer les allocations, les aides. Ça, oui, ça, ils acceptent que je paye. Par contre, à un moment donné, ils peuvent accepter que ben non, vous n'y avez pas droit à l'allocation, vous ne faites plus partie, non, on ne vous veut plus. Et alors, le summum, c'est la hache. Il y a certains cas, beaucoup trop, où on enlève la hache. Que ce soit les enfants, c'est pour les handicapés, c'est l'allocation pour les personnes handicapées. Quand il y a des enfants qui bénéficient de ça, il y a une aide, je ne sais pas quel est le montant, ou quand c'est les parents qui bénéficient de cette AH, dans certains cas, eh bien, on leur a supprimé la AH sous prétexte qu'ils sont en conflit avec l'administration. Ouais, on fait ça. Alors c'est pour ça, moi, quand je vois une journée comme aujourd'hui, là, on est réunis, vous vous intéressez à ce sujet, ça me touche énormément. Vraiment, je vous remercie. Ça fait du bien de savoir qu'il y a des gens qui ont de la compassion, qui comprennent ce qu'on vit, qui s'y intéressent. Après, je ne veux pas tomber dans la victimisation, c'est pas ça. Mais ensemble, on est tellement plus forts. Donc vraiment, merci d'être là. Non, pas encore. Alors nous, on a de la chance dans le Gard, apparemment, parce que ça dépend vraiment des départements, voire des académies, je sais pas, c'est pas très clair. En tout cas, ça dépend d'une personne, comment elle voit les choses. On se rend compte que les dossiers sont vraiment traités différemment d'une région à l'autre, d'un département à l'autre, même au sein d'une même académie. Par contre, quand ils commencent à s'intéresser à un cas, on a l'impression que c'est un peu une zone, quoi. C'est sur une zone, ils s'intéressent à un cas. Nous, apparemment, dans le Gard, ça va pas trop vite. On a reçu la mise en demeure au mois de novembre 2024 de scolariser notre enfant sans délai. Ça devait être immédiat. On ne l'a pas fait. On est au mois de juin maintenant. Depuis, plus rien. Au mois de janvier, on a écrit à l'académie pour leur dire qu'on rentrait en désobéissance civile, qu'on ne ferait plus de demande d'autorisation, que c'était terminé, ça, qu'on arrêtait de passer du temps à ça. Pas de nouvelles. On est content. Depuis janvier, pas de nouvelles. Depuis novembre. Ah oui, depuis Noël. Parce qu'ils nous ont quand même mis un deuxième petit coup de stress à Noël en nous disant qu'ils allaient le dire au procureur. C'est ça le terme ? Oui. Au procureur, voilà. Ils ont fait appel au procureur par rapport à notre situation. On a demandé à l'avocat, il nous a dit que c'était de l'esbrouf. Voilà. C'est pour mettre la pression. On n'a toujours pas scolarisé et depuis, on n'a pas de nouvelles. On s'en porte que mieux. Mais on ne se fait pas d'illusions. À un moment donné, ils vont s'intéresser à nous. Je ne crois pas qu'ils nous laissent comme ça durant toute la scolarité de nos enfants. Je ne me fais pas d'illusions. Moi, ce que je ressens en écoutant les autres familles en désobéissance civile sur toute la France, c'est que vraiment, c'est par secteur, quoi. À un moment donné, quand ils s'y mettent, ils y vont. Et ils ne lâchent pas, quoi. Alors, ça commence par la convocation à la gendarmerie. Alors là, généralement, étonnamment, ça se passe plutôt bien. Les gendarmes nous remercient de faire ça et de dire que la loi est injuste et qu'on veut que ça change, que ça évolue. Ils nous remercient, ils sont plutôt compatissants, étonnamment. Ensuite, après la gendarmerie, on passe, généralement c'est le tribunal, c'est le pénal en fait, on dépend du pénal. Donc là on a une date de convocation du pénal, ça peut être dans 1 mois comme dans 6 mois, on ne sait pas. On a un temps de préparation qui est très variable. Des fois, entre-temps, il y a aussi les fameuses IP. Vous savez, c'est les services sociaux. Des fois, ils avertissent les services sociaux et on se retrouve avec des enquêtes sociales. Donc, ils viennent à la maison, ils interrogent les parents, les enfants. Ça, globalement aussi, c'est pas que ça se passe bien parce que franchement, c'est très stressant. Ça a l'air d'être affreux comme expérience. Mais on s'en sort plutôt bien parce qu'on se rend compte que les services sociaux sont quand même un peu de notre côté. À un moment donné, ils se disent, mais on a d'autres cas quand même plus urgents à traiter. Il y a même une famille, je crois que c'est dans le centre, elle a eu les excuses des services sociaux. Ils se sont excusés de les avoir dérangés pour ça. Parce que vraiment, ils n'avaient pas à le faire, en fait. Il y en a d'autres qui sont plus coriaces. Hein. Il y a des IP qui durent depuis 1 an. Là. Il y en a, ils ne les lâchent pas comme ça. Avec tous les mois, un rendez-vous, avec voilà. Mais ça reste exceptionnel, ce n'est pas la majorité. La majorité, c'est plutôt... Au bout d'un moment, ils disent « bon, mais là, on arrête, quoi. C'est bon. » Il y a des non-lieux qui ont été prononcés, il y a des excuses, voilà. Et après, au niveau du tribunal, je crois qu'il y a 40 dossiers, 40 familles qui sont passées, si ma mémoire est bonne. Je les ai lus, les chiffres, mais je ne suis pas sûre d'avoir bien retenu.
En tout cas, ce n'est pas un très gros nombre. Tout le monde a pris une amende. Alors, avec des montants, c'est minimum 300 €, ça va jusqu'à 1 000 €. C'est par parent à chaque fois. On juge le parent. Tout le monde fait appel. Donc, ça engendre derrière une autre convocation au tribunal, et généralement une autre peine. Voilà où on en est dans les procédures. On n'a que 2 ans de recul, en fait. On n'est pas encore allé au bout des procédures. Et puis alors, je ne sais pas de bêtises, je crois que c'est au mois d'avril. On va quand même terminer par une note positive. On a eu la première relaxe. C'est-à-dire la première famille qui a été relaxée. C'est-à-dire qu'elle sort du tribunal et on lui dit « C'est terminé pour vous, vous faites ce que vous voulez, votre cas ne nous intéresse pas. » Je vous le dis avec mes mots parce que je ne maîtrise pas. Hein. Le vocabulaire judiciaire, c'est vraiment pas mon truc. La première famille a été relaxée cette année. Donc, désobéissance civile, voilà. Ouais. Alors après, la démarche judiciaire, elle est à peu près la même pour tout le monde, enfin, avec des écarts quand même d'une région à l'autre. Mais qu'on soit désobéissance civile ou pas, c'est la même démarche. C'est la même administration qui nous condamne en fait. Le recours collectif, il n'y a pas alors, ça a été en commun et un avocat commun. Alors, on partage des avocats, ça oui. Après, ça a été étudié et apparemment, c'est pas possible. Alors, pareil, je n'expliquerai pas, c'est par rapport au texte de loi et tout ça. Ouais, ça ne... Eh bien oui, parce que... Cas par cas. Ouais. Et puis, c'est dans la loi, en fait. Ils ont mis ce qu'il faut en place pour que ce soit pas possible. Parce qu'à l'époque des faucheurs d'OGM, là, ça avait été possible. Mais ils ont réussi à contourner, en fait, quand ils ont fait la loi IEF, la fameuse loi séparatisme, ils ont mis un truc dedans qui fait que le recours collectif n'est pas possible. C'est pas envisageable. Surprise qu'on m'en parle jamais de la désobéissance civile, par contre. Ni les associations, ni l'avocat. Je me souviens que ça a été cité quelques fois, mais alors moi, comme j'y comprends rien, j'y connais rien, j'ai entendu le mot, mais c'est tout, quoi. Je suis pas allée chercher plus loin. Il a fallu vraiment, mais bon, après c'est peut-être moi, mon cheminement aussi, hein, je l'accepte. Hein. Il a vraiment fallu que moi, je tombe sur cette association pour la dire. Ah ben voilà, c'est ça ma solution en fait. Quand tu parles des associations, c'est l'EDA ou CIS Les associations IEF, ouais, j'ai contacté l'UNI, Félicia, j'en ai beaucoup contacté, ouais. Et du coup, tu n'as pas eu ce ah non, pas du tout. là. Ah non, non, non. Alors, c'était surtout à l'époque des rapports que je les ai contactés. Le mot d'ordre, c'était vraiment, il faut se battre, il faut faire jurisprudence, quoi. Il faut monter jusqu'à la Cour européenne. Et moi, c'est ce que j'ai entendu et c'est ce que j'ai lu partout, quoi. Donc, ben voilà, j'ai été briefée comme ça, je l'ai fait. En même temps, je les remercie, c'est grâce à eux. Sinon, moi, j'aurais jamais eu l'énergie toute seule d'écrire ces rapports là que j'y comprenais rien. Enfin, toute seule, pas toute seule, c'est avec Eddie. Hein. Tu n'avais pas redéposé des demandes d'autorisation. Oui. Tu m'as dit, du coup, on a un désobéissance civile, c'est pour toujours. Mais moi, c'est pas ce que j'ai entendu, c'est pas ce que je crois. Oui, tout à fait. C'est dans cette association-là, en fait. Oui, quand on est adhérent d'Enfance Libre, on s'engage à ne plus faire de demande d'autorisation. Si on veut faire, on peut, hein, on est libre, mais par contre, on sort d'Enfance Libre. Oui, parce que légalement, en fait, il n'y a pas de souci. Ah oui, on peut. Ah ouais, on peut. Donc, c'est vraiment un choix. Ils demandent ça, qu'est-ce qu'ils constituent au niveau associatif comme appui, judiciaire, enfin je ne sais pas comment. Alors, il y a une mise en commun de toutes les ressources et d'avocats. Et donc, ce qui est demandé, en fait, c'est de revenir au système déclaratif. Nous, on peut en discuter, et puis surtout, ils acceptent notre choix. Après, je suis commerçante en Anduze, donc je vois quand même pas mal de monde, qui m'a dit, alors en plus, elle était dans la porte, elle était en train de partir, elle me dit, mais c'est à cause de vous qu'on ferme des classes. Ah bah oui. C'est moins sur la désobéissance civile, mais du coup, par rapport au fait que vous travaillez tous les deux, c'est comment votre organisation familiale de voir votre expérience là-dessus? Bah, c'est lourd, mais comme je disais, bon, on s'assume là-dessus. Moi, bon, je travaille en 3-8, ben, sortant du boulot, je devrais, par exemple, quand je travaille le matin, je me lève tôt, donc après l'après-midi, je devrais faire une sieste. Ben non, ben, je vais récupérer les enfants et puis on va faire des activités, que ce soit ludique ou même l'école, enfin, suivant ce qu'elle demande aussi. Voilà, il n'y a pas de vrai temps de repos. Le seul temps de repos que j'ai, c'est vraiment pendant la nuit et encore, ça dépend à quelle heure je me lève le lendemain matin. Des fois, je me couche à minuit, je me lève à 3 heures et puis voilà, quoi. Donc, il faut juste prendre sur soi, c'est tout. Voilà. Après, c'est notre solution. Voilà, le rythme s'est mis très difficilement en place, mais là, je dirais qu'il est en place, quoi. Après, c'est possible parce que je suis à mon compte.
Si j'étais salariée, j'ai conscience que ce serait plus compliqué. Hein. Bah, disons qu'une des réponses qu'il disait aussi, c'était pour nous, notre provenance familiale. C'était pas par rapport à l'enfant. Ah oui, oui, oui. Alors que non, notre situation est quand même assez Oui, compliquée. c'est vous plutôt qui Mais vous malgré êtes tout, on adapté, s'adapte, de quoi. votre- Donc de votre- voilà. Oui, ça c'était pour le rapport, le refus Voilà, du le rapport. rapport, ouais. Il n'existe pas de situation propre à l'enfant hormis pour convenance familiale. C'est ça. C'est chaud à lire. Oui. Je suis curieuse de voir la bascule entre tout va bien, tout est accepté, puis à un moment donné, il y a la bascule en 2024, là, où il y a un refus. Et je suis curieuse de sentir qu'est-ce qui se joue dans la famille, dans le couple, sur des choix. Rien que de le nommer, ça me touche, parce que je me dis, waouh, c'est pas n'importe quel choix de faire ça. Et à quel endroit vous trouvez des ressources aussi pour vous deux, pour la famille. Je sais que vous êtes retrouvés avec les familles enfants libres il y a 2 semaines aussi. Ouais. Enfin, voilà, je suis curieuse de... Parce que peut-être ça peut donner des outils, des envies. Moi je me questionne par rapport à cette désobéissance civile. Je ne sais pas ce que je vais faire l'année prochaine, mais voilà, de sentir comment ça joue chez vous. Pour ta question, c'est que la réponse est... ça se pose pas. Ça se fait. Voilà. Oui, j'en ai eu conscience, si tu veux, mais je veux d'abord le bonheur de mon enfant et le reste, après, on verra. Donc, si je dois aller au correctionnel ou au pénal, ben, j'irai. Donc ça, vraiment, c'est des notions aussi à bien comprendre, d'entrer en désobéissance civile, d'entrer dans un cursus procédurier, judiciaire et tout ça. Il faut voir cette finalité. Moi, j'entends que ça vous fait du bien une journée comme ça, de vous sentir vu et soutenu, mais je me demande de quoi vous auriez besoin vraiment. Qu'est-ce qui pourrait soutenir vraiment votre cause et là enfin voilà, si on avait des baguettes magiques, qu'est-ce qui se passe? Je suis une grande optimiste, mais j'ai quand même conscience que ça va être très dur de faire bouger les lignes. La tournure que prend les événements, les lois, tout ça. Mais c'est pas parce que ils veulent pas changer de position qu'il faut rien dire, parce que pour moi, ne rien dire, c'est cautionner. Là, ce qu'on a fait, témoigner, mais merci, quoi. C'est merveilleux, parce que il y a des gens, mais ils soupçonnent rien du tout, pas le début de la moindre once, de rien du tout. Donc c'est important. Après, voilà, il faut peut-être pas non plus se mettre martel en tête, on va changer le monde, parce que ça risque de faire mal. Parce que je crois pas qu'on va changer le monde. Déjà, s'il y a des prises de conscience, c'est gagné là. C'est énorme, les prises de conscience. Et je crois vraiment qu'on est dans une période d'éveil, qu'il y a des belles prises de conscience. Donc oui, continuez à communiquer. C'est pour ça que j'ai tenu à ce que Eddy filme. Voilà, j'accepte de mettre ma tête, ma vie sur Internet. Déjà, pour que des personnes qui se sentent seules comme on a pu l'être, déjà qu'elles sachent qu'elles ne sont pas seules, qu'on est plein en fait. Et ça se trouve juste à côté de nous, juste notre voisin. Donc déjà, parce que moi, c'est ça aussi, quoi. C'est grâce à Internet que j'ai vu qu'il y en avait d'autres. Et ça m'a fait un bien fou, quoi. Ça m'a donné de la force. Donc je veux vraiment que ça se sache. Et puis alors, s'il pouvait y en avoir d'autres qui le fassent un peu partout, ben moi je me déplacerai, je vous le dis. Hein. J'ai pas beaucoup de temps, mais pour ça, je le ferai. Plus personnellement, mais ça, j'ai on va dire le problème depuis le début, c'est qu'on n'a pas de contact en fait avec d'autres familles IEF. Donc ça, moi, ça me manque énormément pour se soutenir, pour partager, pour plein de choses, pour que les enfants se rencontrent, pour tout ça. Bon là, aujourd'hui, j'ai fait plusieurs rencontres. Je pense que ça va aboutir grâce à vous, hein, vous voyez. Grâce à Enfance Libre aussi. On les a retrouvés il y a 2 semaines. Alors là, c'était merveilleux. On s'est fait un week-end à côté de Clermont-Ferrand. Et en fait, là où j'ai vraiment compris l'importance du truc, c'est que quand on est rentré, on est retourné à la voiture le lundi après-midi, il y a Canel qui est là, qui me dit ah non, c'est moi qui dis. Je dis, mais en fait, voilà, c'est que des familles IEF, donc ils n'ont pas besoin de se soucier demain de se lever tôt pour aller à l'école. Et là, Canel me dit, ah bon? Ils sont comme nous? Ils sont tous en IEF? Et là, je me suis dit, c'est gagné. Et oui, c'est la seule fois qu'on ne nous a pas posé la question. J'en ai la chair de poule. Mais le lendemain, ça nous a rattrapés. Hein. Oléa qui était assise, la dame, pourtant, normalement, une personne quand même un petit peu éveillée, qui est dans le yoga et tout ça, elle voit Oléa,
Mais t'es malade, t'es pas à l'école. Retour à la réalité. Et oui, c'est ça notre quotidien. Oui, parce que ce n'est pas une norme. C'est ça. Voilà. Tant qu'on n'est pas dans une case, la case c'est d'être à l'école, donc c'est tout. Précisément par rapport à ta question, les outils c'est ça, c'est la communication pour que les gens s'éveillent, pour qu'ils, même s'ils ne s'éveillent pas, qu'ils entendent et qu'ils puissent comprendre après, petit à petit. Enfin, chacun va avancer à son rythme après. Hein. Mais les esprits ont été tellement martelés par le fait que justement à 3 ans, ou en tout cas l'école est obligatoire à partir de 6 ans, même s'ils ont fait passer à 3 ans maintenant. Mais non, l'école n'est pas obligatoire. C'est l'instruction qui est obligatoire. Ça fait toute la différence. En fin de compte, quand on prend le temps de regarder, non, et qu'on veut regarder, on avance. Voilà. Donc ça fait du bien des gens qui nous acceptent comme on est et qui ne nous demandent pas pourquoi on ne fait pas comme tout le monde. Ça fait vraiment du bien. Mais vraiment, on en a besoin. On est des êtres humains vivants. Moi, j'ai besoin de ça, ouais. Ça me nourrit. Et ça m'aide à tenir ce rythme de dingue, justement. Parce que oui, c'est un rythme de dingue. Comme tous les parents, de toute manière, hein, c'est toujours très difficile. Mais voilà. Je trouve ça vraiment super en fait que vous affichez ça, ou enfin même le fait de filmer, moi ça m'a touchée parce que je pense que bon, je fais une parenthèse, moi j'ai créé un livre-revue sur ce sujet de l'école en ce moment et je fais des interviews, enfin je cherche à rencontrer des familles qui font l'UF ou l'école à la maison, quel que soit le cadre, pour faire des émissions sur ce sujet. Et c'est vrai que souvent il y a cette question de l'interview filmée, de dire oui mais et je sens que et je comprends qu'il y a cette peur. Par rapport, on voit bien tous les refus, le système qui veut détruire ça. Et en même temps, du coup, quand je trouve ça, moi, ça fait tellement, je trouve ça tellement chouette, et tellement courageux. Quand je rencontre des gens qui disent, ouais, mais en fait, on l'affirme haut et fort et on se dit, faire l'école à la maison à nos enfants, c'est un choix normal, en fait. Enfin, il n'y a pas ce truc de, non, mais c'est pas dans les normes, c'est bizarre pas à l'école, mais de dire, en fait, c'est normal, nous on assume que en fait, c'est normal, c'est sain, c'est juste pour notre enfant, donc on le fait. Et je trouve que plus il y a de personnes qui font ça, qui disent oui mais en fait c'est juste normal, plus finalement j'ai l'impression qu'on sort du truc de se cacher ou d'avoir honte ou de pas oser ou d'avoir peur et comme j'ai l'impression que ça donne une force et ça communique de la force aux autres en fait, de voir des c'est vertueux, gens qui osent l'affirmer en fait. Ça, je trouve que c'est vraiment précieux. Moi, je suis passée par Enfance Libre et pour que l'annonce a été envoyée dans l'Hérault, le Gard, l'Aveyron et la Lozère. Et vous avez été la seule famille qui a répondu. C'est la peur, certainement la peur du tribunal, des amendes et tout ça, je le comprends. Hein. Mais je suis convaincue que c'est un leurre. Ils vont nous rattraper. Hein. C'est pas parce qu'on le médiatise pas, c'est pas parce qu'on le dit pas sur Internet qu'on va pas être puni derrière. Hein. Le rouleau compresseur, il arrive pour tout le monde. C'est pas parce qu'au début il est loin que tu vas pas y passer. Je comprends d'avoir l'espoir de pas y passer, évidemment, c'est humain, c'est l'instinct de survie. Mais ne soyons pas dupes. Tu parlais du côté victime tout à l'heure, mais finalement ça fait sortir de ce côté un peu de proie qui attend qu'à un moment on se fasse se faire attraper, de dire non moi je suis là en fait, vous voulez venir, je suis là. Ça fait du bien en fait, hein, ouais. Ouais, comme si ça donne une force aussi. Moi je fais de l'UF depuis 18 ans. Oh non, moi j'ai envie d'exister et c'était partagé tel que je suis en fait. J'en ai marre de me cacher, j'en ai marre d'être jugée, j'en ai marre d'être vue comme quelqu'un effectivement. Moi, on me l'a fait, il y a 18 ans, j'étais à Messas, un petit village, j'étais toute seule avec ma gamine dans la rue, elle me disait « Ah mais toi, c'est toi qui vas faire fermer l'école » ou ta fille, elle n'est pas du tout sociabilisée. Enfin, il y a vraiment toutes ces étiquettes, moi, que j'ai sur moi depuis 18 ans et j'en ai ras-le-bol, en fait. Mais je vois qu'aussi d'avoir le courage d'argumenter, de le dire face à sa famille, même à des amis proches, voilà, un territoire où je rencontre beaucoup de gens. Mais en fait, au bout de 18 ans, je commence à avoir cette force en fait. Nous, on veut exister tel qu'on est en fait. On en a marre de se cacher. Et c'est vrai que l'UF, c'est quelque chose d'invisible depuis tout le temps, quoi. Ouais. Donc voilà, on a envie d'arrêter d'être des fantômes. Aussi, parmi les personnes qui sont là et qui, par exemple, n'ont pas l'expérience de l'instruction en famille, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ce témoignage ? Est-ce
qu'il y avait de la conscience de cette réalité-là, ou est-ce que d'un coup ça vous ouvre tout un monde? Enfin, qu'est-ce que ça vous fait ressentir? J'ai jamais entendu dire à un enseignant, les enseignants savent que les parents prennent le taf en main, donc nous, quand tu connais le taf, tu dis bah ok. Un de moins. Non, c'est pas ça, c'est tu respectes, tu respectes parce que c'est plus facile en plus avec le cadre classe de faire classe à des enfants qu'à la maison en fait. C'est pas du tout pareil avec tes propres enfants et avec dans un cadre où va à la maison dire de 8h à 9h on va faire ça. Tu vois, alors qu'en classe, c'est... Ouais. Mais je suis passée directrice pendant 4 ans. Et avant le Covid, ça a commencé à chauffer de nos inspecteurs, à entendre des phrases de fou, il faut traquer les familles. Il y a de plus en plus, je me souviens à une réunion, il disait il y a de plus en plus de familles qui demandent la scolarisation, la déscolarisation, et il faut les traquer. Tu vois. Et moi, ça m'avait vachement étonnée, donc tu vois, parce que justement les classes sont surpeuplées, donc toi tu comprends pas l'idée, tu dis attends, c'est très bien, vas-y, nous ça nous fait moins d'élèves, tranquille quoi, puis voilà. Même tu vois, tu t'imagines plus un partenariat qu'un traquage, tu vois, tu comprends même pas l'idée, tu vois, tu vas chercher des gens qui font l'instruction à leurs enfants pour les amener dans des classes surpeuplées où toi tu as dû enlever ton bureau parce que ça prenait trop de place dans la classe. Tu te dis non, mais attends, moi, c'est pas possible quoi. Non. Mais de dogmatisme, on disait pas faire l'instruction en famille par dogmatisme. Et là j'ai l'impression que finalement c'est ça le dogmatisme, de dire, l'anti-instruction en famille aussi, dire bah non mais en fait il faut les traquer, il faut ramener leurs enfants de force à l'école. Mais ça c'est hyper dogmatique aussi. Justement, c'est ça le vrai. Moi, j'avais l'impression que justement, il y avait une vague en fait de liberté qui, assez factice en pandémie et tout ça, tu vois. On va prendre les trucs en main, on va faire le truc, et que c'était comme une volonté de l'État un peu de casser ça. Il y avait une peur, en tout cas, ça parlait d'une peur de l'État, de voir de plus en plus de familles prendre ce chemin-là. Et est-ce que ça remet pas en question la qualité justement de l'éducation nationale? Si tu fais un travail de qualité, cette réflexion ne t'arrive pas. Vas-y, fais l'éducation. Puis, presque tu vas dire, bah tu verras, après tu reviendras vite. Là, c'est le contraire, donc ça veut dire que tu fais de la merde, en gros. Parce que sinon, tu vois la logique du truc. Il n'y a pas besoin de convaincre si les enfants ils aiment. Si tu en viens en avoir peur, c'est que ça. C'est que là, on est loin dans le Titanic. Là. Ouais. Et donc c'est encore plus bizarre qu'ils veulent éviter que les enfants puissent partir, quoi. Ça fait vraiment. Oui. C'est pas possible. Ouais, genre en prison quoi, presque. On va se remettre en question. C'est très suspect en fait. Moi je suis venue à me demander mais pourquoi en fait, d'où ça vient, parce que moi je vous parle aujourd'hui pas en tant que maman IEF mais en tant qu'enseignante aussi, donc plus la casquette pro. Et donc j'ai bossé dans des écoles alternatives depuis 15 ans grosso modo. J'ai créé une école. Tout ça, en fait, je ne connaissais pas l'IEF, j'en avais jamais entendu parler. C'est une rencontre spontanée l'année dernière qui m'a fait totalement me remettre en question. Totalement. Pourtant, j'en étais arrivée à ouvrir une école, donc comme le summum de ce que je pensais bien en termes d'éducation. Et donc, ça fait 1 an que je rencontre des familles, je fais des ateliers avec les enfants. Je suis estomaquée des enfants que je rencontre, dans la qualité de bien-être, de conscience de soi, de respect de l'autre, d'ouverture au monde, de curiosité, que ce soit intellectuel, artistique. Donc moi j'en ai vraiment à me demander mais pourquoi en fait ? Pourquoi ? Parce que après toutes ces expériences auprès de tous ces enfants que j'ai rencontrés et qui sont fabuleux, les enfants que je rencontre en ce moment
dans le parcours d'IEF. Le scotch. Enfin, un enfant vraiment qu'on laisse dire oui, qu'on laisse dire non, qu'on laisse explorer, expérimenter. Ça ressemble à ça en fait. C'est un vrai être humain. Et je pense, et d'être justement, moi j'ai pu être tellement bouleversée et puis avec le Covid, moi j'ai vu c'est de pire en pire avec tout ce qu'ils leur ont fait à l'école, de voir des enfants, mais tu te dis enfin moi même mes cousins, enfin de voir comme des mini adultes, mais adultes la version mort de l'adulte quoi, qui sont là, qui hyper dociles, qui n'ont pas de créativité, qui te parlent d'argent à 5 ans, enfin des trucs trop bizarres quoi. Et moi c'est ça qui me touche, je me dis mais c'est grave pour les enfants et c'est grave pour le monde de manière générale en fait. Qu'est-ce qu'on est en train de créer en fait et à l'école, qu'est-ce qu'on est en train de faire aux enfants et qu'est-ce que ça donne au niveau global pour l'humanité. Et je trouve que ça c'est... Enfin, j'ai l'impression qu'au-delà d'être... parce que moi je suis pas parent, je suis même pas enseignante, c'est plus ma casquette journaliste qui m'a amenée à du coup écrire un livre-vue là sur l'école et pour sensibiliser justement sur ce qui se passe là à l'école pour les enfants et d'inviter les adultes à dire bah non mais là faut autre chose quoi pour les enfants, faut les protéger, faut les sortir de ce système là quoi. Et en fait mais je me dis mais en fait qu'on soit parent, qu'on soit prof, qu'on soit juste si on est un être humain sensible, on peut pas être indifférent face à ça. Comment on peut faire confiance à un système qui allait aussi loin dans la destruction des enfants? Comment on peut se dire que c'est ok de forcer ses enfants à aller à l'école? Franchement, ça m'a bouleversée. Ce que tu dis, c'est pas possible, c'est pas humain en fait de forcer un enfant à rester dans ce système-là. Il faut quand même, je pense, remettre les choses à plat. C'est pas non plus pour tout le monde, l'IEF. Il y a des parents certainement qui n'en sont pas capables, des enfants non plus, donc il faut faire attention. Notre société et nos rythmes. Je ne sais pas si vous avez conscience, mais quand même, le gamin, le nourrisson, c'est pas un gamin, c'est un nourrisson, il a 2 mois, la maman, elle reprend le travail, elle le lève à 6h du matin pour l'amener à la crèche ou chez la nounou. Ça veut dire que déjà, on lui coupe son sommeil. C'est-à-dire, moi, mes filles, j'ai de la chance, je ne les ai pas amenées à la crèche, j'ai repris le travail, mais je ne les ai pas amenées à la crèche. Elles se sont jamais réveillées à 6h du matin, mes filles. Alors, il y a peut-être des enfants qui, naturellement, se réveillent à 6h du matin, mais c'est peut-être pas tous, quoi. Donc moi, ça, ce rythme-là, hyper carré, hyper contraignant, c'est telle heure, tous les jours, le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi, les vacances, c'est telle date, c'est pas autrement. Moi, je crois que c'est ça aussi qui façonne nos enfants, qui font qu'après, mais comment vous voulez qu'ils s'écoutent? Comment vous voulez qu'ils sachent dire oui et non? Ils ont que des obligations, en fait. Il faut se lever à telle heure, il faut manger à telle heure, il faut se laver les dents à telle heure, il faut se coucher à telle heure, il faut. Et ça, c'est notre société, quoi. C'est pas que l'école. C'est vraiment... on a besoin d'évoluer, quoi. On est allé trop loin dans la société de consommation. Je suis commerçante, hein, mais je vous assure que la société de consommation, j'en peux plus. Hein. J'en peux plus. Non, mais jamais je force quelqu'un à acheter quelque chose. Non, c'est pas possible. C'est la société de consommation, le problème. Il faut travailler, il faut être rentable. Et si nous, on se comporte comme ça, nos enfants qui apprennent, ils apprennent en nous imitant, nos enfants. Ils apprennent en imitant les adultes de leur entourage. Si nous, on est comme ça, ils le deviennent. Donc, oui, l'IEF, mais pas que. Il y a beaucoup de choses. C'est qu'une opinion personnelle. Hein. Je n'ai pas la réponse à tous les problèmes, mais c'est comme ça que je le vis. Et avec mes filles, c'est devenu encore plus évident. Déjà, la société de consommation, j'étais contre depuis longtemps. Mais avec des jeunes enfants, encore plus, quoi. Je pense que oui, derrière le rythme, il y a une vraie clé. Parce que même dans les écoles alternatives, où on connaît plein de supports sur lesquels s'appuyer pour dire c'est très important, on n'arrive pas à le remettre en question parce qu'on n'y pense même pas. De se dire, et si on ne faisait pas un 8h-17h? J'ai l'impression qu'il y a une vraie clé en tout cas. Et puis il y a un problème des écoles alternatives. Moi j'ai été pro, hein. Mais il y a un problème, c'est la rentabilité. Ouais. Parce qu'il faut qu'il y ait des parents qui payent. Donc ça inverse tous les rapports. Quand vous voyez un parent comme un compte en banque, son enfant, vous ne pouvez pas le voir comme un enfant, je sais pas, il y a un problème, quoi. Moi je l'ai vécu ça. Alors, les écoles alternatives, tu veux dire qu'on prenne comme un compte en banque? Ils ne le font pas exprès, mais on en vient là parce qu'ils ont des problèmes d'argent.
ils ont des factures colossales et il faut qu'ils aient des parents qui payent tous les mois. Sinon, ils ne peuvent pas rembourser le prêt du bâtiment, le prêt du matériel, payer l'éducatrice. Il faut que tous les mois ça rentre. Donc c'est le fonctionnement de la société de consommation en fait. Et en même temps, je pense qu'on nous a trop habitués à ce que l'école ce soit gratuit et que du coup c'est un bien. Donc l'école c'est bien, c'est gratuit, tout ça. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière quoi? Enfin, ce truc de c'est gratuit, oui. C'est gratuit, c'est trop le produit. Enfin, c'est vrai quoi. Enfin, et du coup, en même temps, c'est sûr que ça convient. Tous les parents peuvent pas. J'ai vraiment l'impression, de ce que j'entends, et voilà, avec la compréhension que j'en ai, qu'il y a une des étapes prochaines du processus global dans lequel les familles s'engagent, c'est de connecter quoi. C'est de connecter, relier, faire entendre. Et bon, je suis sûr qu'il y a des gens connus qui seraient peut-être contents d'en parler. J'ai lu, c'est André Stern qui parle de l'écologie de l'enfance. Lui, pour l'instant, je n'ai pas encore entendu parler de prendre en considération les cas des familles, des instructions en famille. Bien que lui, il a fait la même chose, il l'a fait ça. Et voilà, et donc je me dis, je suis curieux de voir cette étape-là qui puisse arriver peut-être bientôt peut-être. De ce truc de faisons maillage, faisons tissage. Parce que en effet, ça permet d'avoir les ressources. Moi j'ai entendu que vous avez des ressources internes qui sont. Vous avez des ressources en vous, portées par vos valeurs et tout ça. Mais c'est peut-être pas le cas des autres familles, quoi. Et moi je pense au cas des familles qui sont peut-être un peu esselées et qui se disent on n'en peut plus, il n'y a pas de solution, alors que la solution elle est juste on se prend la main, on échange, on écoute, on discute et rien que ça j'imagine comment c'est soutenant. Ouais, tout à fait. Je pense, moi, en tout cas, ce qui m'a touché dans votre témoignage à tous les deux, quand vous parliez de comment vous organisiez votre vie, et que c'est Eddie, je crois, tu as dit, en fait, moi, le bien-être de mes enfants, c'est le truc que je mets en premier, et tout le reste, ça vient après. Ça, c'est super fort, quoi, comme témoignage, je trouve. Et puis, toute votre expérience de désobéissance civile, où vous traversez ça, et donc vous savez un peu comment ça fonctionne, comment ils essaient de nous berner, de nous faire peur, blabla et tout. Et je trouve que ça met... moi, un prochain pas que je vois, ce serait que ce témoignage il puisse toucher d'autres familles. Là, il y en avait quelques-unes aujourd'hui. Parce que c'est comme ça qu'ils arrivent à faire en sorte que les familles elles ont peur et qu'elles n'y aillent pas, quoi. Et c'est pareil avec le Linky. Je me suis aussi intéressé aux ongles. Le Linky, il y a tout un mensonge autour de ce que ça peut engendrer comme coût, comme... poursuite judiciaire et tout, en fait c'est que du mensonge, quoi, c'est que de la peur. Et là, vu que vous le vivez, vous pouvez dire ça fait depuis janvier, il se passe rien. Bon, il va sûrement se passer quelque chose, mais il y a des familles qui sont relaxées, parce qu'en fait on est beaucoup quand même. Peut-être pas en UF, mais sur Terre. par rapport à ceux qui mettent la pression, quoi. Oui. On est plus nombreuses. On est plus nombreuses. Moi, j'ai entendu qu'au Vigan, c'était simple. Pendant le Covid, les gens, c'était une majorité à pas mettre le masque. Les flics, ils ont lâché, quoi. Ils peuvent rien faire. Si on est plus, ils peuvent rien faire. Donc en fait, plus il y en a qui ont les clés pour faire ce que vous faites, et plus on repousse leur rouleau compresseur, voilà. Moi, c'est ça que je verrais comme prochain pas de ce que m'a inspiré votre témoignage. Comme tu dis, Linky ou masque, effectivement, il y a un positionnement à avoir. Et après, il faut tout simplement, entre guillemets, s'y tenir. Et après, là aussi, justement, c'est une question de courage, de volonté, de valeur. Et voir jusqu'à quelle limite on est capable de tenir cette valeur, quoi. Donc, Là, après, c'est propre à chacun. C'est pas parce que quelqu'un il va échouer, je dirais juste avant la ligne d'arrivée, qu'il est plus faible que celui qui aura franchi la ligne d'arrivée. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de faire tout ce qu'on peut, et comme dit Emeline,
les enfants, ils vont nous imiter. Si c'est pas de notre ordre aujourd'hui, en espérant que ça portera les fruits demain. J'ai l'impression que les médias, tout ça, c'est comme les anarchistes, tout ça, on met vraiment c'est péjoratif, toute cette lutte, c'est que des rebelles, C'est des complotistes. Voilà, on ridiculise tout le temps. Et de voir comme vous un couple entre guillemets classique, et je trouve qu'il manque assez d'exemples comme ça. Moi, ça me permet de faire un peu le lien avec un sujet que j'avais bien envie d'aborder en clôture. Donc Céline et moi, on va aller aux Résistantes. C'est notre prochain pas. C'est notre prochain pas. Nous, avec Yacine. Oui, avec Yacine. Et avec Pierre aussi. Et Aminata aussi. Et voilà, et j'ai envie de faire le lien avec Aminata qui est là et de dire comment est-ce que vous, dans votre réseau, vous avez l'impression que cette lutte, elle est reliée à d'autres luttes qui protègent les libertés ou pas encore. Et voilà, comment nous, on peut soutenir, aider à faire ce pont-là. Et je suis curieuse aussi de t'entendre si tu as envie de partager sur comment tu vois cette lutte-là au sein du gros paysage des luttes, toi qui es hyper impliquée. Voilà. Donc il y avait 2 questions, une pour vous, une pour Aminata si elle a envie. L'une rajoutera peut-être autre chose, mais moi vite fait, ça serait dans les libertés, le mot le plus important c'est dans les libertés. Je suis prêt à mener tous les combats qui concernent la liberté. Voilà. Ça c'est le truc le plus principal. Maintenant, après dans l'association Enfance Libre, notre objectif principal c'est de revenir à la déclaration uniquement, d'accord, par rapport à l'IEF. Voilà. Maintenant, si toi tu veux rajouter autre chose. Non, c'est terminé aussi. Je suis d'accord avec toi. Bon, ben voilà. Aminata, si tu veux dire. C'est moi. C'est vous qui voulez prendre la parole. Oui, moi je suis pas maman, mais par rapport aux luttes, je me sens maman universelle dans le sens où on est tous responsables dans une société de notre rapport à l'enfance et pour les personnes. C'est souvent dans les milieux festifs, je trouve qu'il n'est pas assez pris festif et militant, il n'est pas assez pris compte des enfants, des jeunes personnes en fait. J'aime pas le mot avenir, ça fait très politique de dire ils sont l'avenir, mais qu'elles sont avec nous. Comment prendre compte par rapport à des rythmes aussi, des rythmes de vie, on n'a pas les mêmes. Mais clairement, en communauté, j'ai séduit en communauté, ça m'a choqué quand il n'y avait pas d'enfants et d'anciens d'ailleurs, quand il n'y a pas d'intergénération. Et voilà, comme il disait, faire le lien, quand nous on n'est pas parents, mais qu'on a envie, que je puisse avoir envie d'être là pour les autres. Comment l'organiser, le maillage, c'est une question. Est-ce que ça doit passer par des groupes numériques? Quelle est la manière pour mailler et être là en tant qu'adulte, non parent biologique, mais se sentant responsable aussi de bien-être pour tous. Et ce que je suis content d'entendre ce soir, c'est en fait, on ne se bat pas contre un aéroport, contre le droit d'éduquer nos enfants, on se bat contre le rouleau compresseur, quoi. Et moi, je trouve ça hyper dommage que dans beaucoup de luttes, on va sur son prisme de sa lutte perso, quoi. Et je trouve ça hyper dommage, quoi. Et c'est plus là que j'aimerais voir comment on pourrait tisser ce maillage entre toutes les luttes, quoi. Parce qu'on se bat tous contre la même chose, quoi. C'est vrai que ça pour la liberté. Oui, notre liberté. Pour moi, la liberté, c'est la liberté du choix. Donc, on devrait avoir le choix sur tout, quoi. C'est ça, la liberté, quoi. L'année dernière, moi, on était au village de l'eau avec Aminata sur la lutte contre les bassines. On était 10 000. Et en fait, sur ces 2 événements, à chaque fois que je parle de ces événements, j'ai des frissons parce que c'est tellement... Ça nourrit tellement cette puissance désirante d'y être, quoi. C'est que il est pensé une bambinerie
Donc les enfants sont pris en compte. On se retrouve pendant 4 jours et donc il y a une bambinerie avec des adultes et des ados qui prennent en charge des enfants et il y a toute une programmation. J'ai vu il y a 2 ans sur le Larzac, on était 7000 avec des gamins qui étaient comme ça à faire une manif au milieu de l'événement. Je trouvais ça génial. Et l'année dernière, il y avait aussi toute une équipe qui avait organisé une bambinerie dans un local, un local en dur. Là, il y a 2 ans, c'était sous des tipis. Et elles avaient tout organisé pour accueillir les gamins et aussi de garder les enfants quand les parents partaient en manif, quand il y a des manifestations prévues sur ces événements-là. Et l'année dernière, j'ai trouvé très très dommage que les ados soient pas pris en compte. Et du coup, je vois que depuis que j'ai eu cette idée, c'était quand le village de l'eau, c'était au mois de juillet. Et on est une équipe à partir en convoi du Vigan pour monter là-haut. Moi, je me suis associée avec Hello et 2 personnes de l'organisation des résistantes pour créer un espace ado. Donc on est en train de créer cet espace-là et que c'est cette population qui est aussi invisible comme l'IEF dans les milieux militants et c'est en route. Et j'ai dit à Hello ce matin, je dis vas-y, on va partir avec un panneau sous le bras en disant est-ce que vous connaissez cette lutte, la désobéissance civile, l'IEF? Donc on va mettre un panneau là-haut. Et il y aura sûrement 10 000 personnes là-haut et c'est aussi s'infiltrer petit à petit comme ça et je vois des espaces militants où on prend soin de ces êtres humains plus jeunes. Donc j'ai de l'espoir en tout cas. Mais aussi dans notre recherche de lieux, ça me fait écho à ça, nous l'équipe là, on nous a fait un retour d'un lieu militant sur le pays viganais où on a fait une demande d'organiser cet événement. En fait, ils nous ont... On n'a pas fini de discuter avec eux, je pense que ça va continuer après. Mais en tout cas, ils n'étaient pas contre, mais ils questionnaient ce mouvement-là parce que dans ce mouvement-là, il y a des complotistes. Donc du coup, on a tous respiré quand on a entendu ça. J'ai prévenu, bon, je vais vous faire écouter un message. On respire, on s'énerve pas, on prend pas personnellement, tout ça. Et du coup, on a rebondi au final se dire, c'est où qu'on a envie d'être, c'est dans le milieu public. Donc c'était super intéressant le chemin aussi qu'on a choisi et on verra ce qui se passe après, mais on a envie, en tout cas ça nous a donné l'élan d'aller voir ces gens-là et peut-être d'autres gens, juste avec la question, c'est quoi pour toi l'IEF? Comment tu vois l'IEF en fait? C'est quoi pour toi l'école à la maison? Et de faire peut-être une petite enquête là-dessus et ensuite, une fois qu'on les a écoutés, nous, on vous dit c'est quoi pour nous l'IEF en fait. Là je voulais revenir à cette désobéissance civile. Pour moi, pourquoi je m'accroche à cette lutte? Parce que j'ai l'impression que cette désobéissance civile est la première confrontation réelle face à l'éducation nationale. Oui, je crois. Toi? Oui. Parce qu'il y a des manifs, il y a des grèves tous les mois de septembre depuis toujours, et ça n'a jamais bougé. Et après, les gens ils se remettent dans le rang. Alors que là, moi, je sens qu'il y a des êtres humains qui se disent, nous, on se remettra pas dans le rang jusqu'à temps que ça, c'est pas de bouger en fait. Et voilà, je trouve ça génial. Si on prend juste la parenthèse avec un nom, Martin Luther King, si on part de là, la désobéissance civile, elle explique tout aussi là. Donc c'est comme ça qu'il y a eu des avancées. Hein. Ouais, aussi. Émilie. Parce que l'IEF, c'est tous nos droits, quoi. C'est contre nos droits. Voilà, c'est ça. Oui, Il y a tout un chemin, enfin il y a plusieurs chemins, on va dire tous les chemins mènent à Rome. Donc maintenant, il faut que chacun trouve sa façon d'avancer, on va dire. Voilà. Je trouve que c'est très courageux et bien sûr, j'estime que ça sert la cause de l'IEF de façon générale, quoi, pas que la désobéissance. Oui. Voilà. Donc grand merci à vous aussi. Merci d'être venu. Bien. Et puis à bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir, merci à vous. Ciao. Au revoir.